Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire. On commence avec quelques minutes de retard. On vous prie de nous en excuser, mais on a eu un petit contretemps technique. On est juriste, on n'est pas informaticien, donc on a toujours un peu de mal avec ce genre d'appareil. J'espère que tout le monde nous entend. Et donc, on est là aujourd'hui pour vous parler de droit pénal de la presse. Donc, de problématiques qui se posent à la fois pour vos élus, pour des agents, des collectivités, quand elles sont confrontées, particulièrement aux tout nouveaux modes de communication qui existent et qui rendent la parole peut-être un peu plus libre, mais aussi quelquefois un peu plus tendancieuse, et ce qui nécessite parfois de lancer des actions, en tout cas de mener des actions pour obtenir gain de cause et de faire en sorte que la personne soit respectée. Voilà les points. Donc, on ne s'est pas présenté et on va le faire dès maintenant. Je vous en prie, Clément, allez-y. Je suis Clément Launay, avocat au Parlement depuis bientôt 10 ans, au cabinet Cornelius Sécurel depuis presque 6 ans, et puis j'interviens très régulièrement sur les problématiques pénales pour les personnes morales du droit public. Voilà, et donc je suis Christian No, associé du cabinet Cornelius Sécurel, dans lequel je suis depuis 23 ans. Je suis associé en droit public et donc je m'occupe avec Clément de toutes les parties, on va dire, pénales qui préoccupent nos matières. Et par la force des choses et par le fait que beaucoup d'élus vont se poser régulièrement des questions sur les écrits de leurs opposants politiques, j'ai été très tôt amené à m'occuper de droit de la presse. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, Clément m'assiste sur toutes ces questions-là. Alors, quelques propos introductifs tout d'abord pour un petit peu placer le cadre de ce qu'on va être amené à vous expliquer ce matin. Tout d'abord, le principe qui innerve finalement le droit de la presse, c'est le suivant, c'est-à-dire que la liberté d'expression et d'opinion est la règle. C'est une liberté qui est constitutionnellement protégée, également par la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et une jurisprudence assez abondante du Conseil constitutionnel sur le sujet. Finalement, la spécificité du droit de la presse, c'est que les infractions dont on va vous parler ce matin, diffamation, injure, sont interprétées comme finalement des abus de liberté d'expression. Et c'est quelque chose de uniquement spécifique à ce domaine-là, au domaine du droit pénal de la presse, et finalement, les infractions sont entendues comme des abus de liberté. Et c'est très important parce que c'est la raison pour laquelle, on vous l'expliquera un petit peu tout à l'heure, mais c'est la raison pour laquelle la procédure pénale qui s'attache à réprimer les délits de presse est extrêmement précise, extrêmement capricieuse, j'ai envie de dire, dans laquelle il y a de nombreuses choses frappent, c'est pour finalement assurer une balance peut-être parfois un petit peu complexe, mais entre cette liberté d'expression qui est la règle et la volonté également de venir sanctionner les abus de liberté d'expression. Un deuxième élément introductif pour finalement peut-être placer un petit peu le sujet de ce matin dans un contexte d'actualité. On a quelques statistiques là qu'on vous présente, c'est les statistiques de l'AMF qui sont assez récentes et au terme desquelles finalement on se rend compte que les questions d'atteinte à l'honneur, donc presse, diffamation, injure, correspondent à une part assez importante des condamnations d'élus. Finalement, s'agissant des problématiques de responsabilité pénale des élus, il y a un vrai sujet presse à travers notamment l'utilisation des réseaux sociaux par les élus, avec, vous constatez, un certain nombre d'abus qui sont sanctionnés par les tribunaux. Alors, il y a également un deuxième sujet d'actualité, entre guillemets, puisque les élus ne sont pas uniquement auteurs d'infractions de presse, ils sont également souvent victimes. Et très récemment, le législateur est venu renforcer un petit peu le dispositif d'accompagnement des élus victimes de ce type d'infraction, mais également de d'autres types d'infractions, en permettant notamment à l'Association des maires de France, mais également au Parlement pour
pour les députés au Sénat, pour les sénateurs, aux associations Région de France et aux associations départementales, de venir accompagner les élus devant les tribunaux judiciaires lorsque ces élus les élus et les agents d'ailleurs, sont victimes de diffamation, injures notamment, et se constituer partie civile à leur côté. Donc, une véritable volonté du législateur de prendre en considération ces infractions, ces délits dont les agents et les élus peuvent être victimes, et une volonté du législateur finalement de venir assurer une protection, un soutien un petit peu plus important que ce qui existait auparavant. Sachant d'ailleurs, c'est une spécificité du droit de la presse, mais en règle générale, les juridictions considèrent que c'est des infractions qui concernent la personne elle-même avant de concerner la société. Et donc là, le législateur, en faisant cette modification, montre que l'atteinte, dès lors qu'elle est portée à un élu ou à un agent d'un service public, rejoint en fait l'atteinte à la société. Il n'a pas changé évidemment d'avis quand il se concerne des personnes privées, mais effectivement, on a une volonté de l'État de venir au soutien des élus. Et donc là, on vous a mis un certain nombre de statistiques que vous avez vues. Évidemment, elles ne concernent que les élus, elles ne concernent pas les agents. Il y a malheureusement beaucoup de statistiques à donner également sur ce terrain-là. Alors, les infractions de presse, Clément vous l'a dit tout à l'heure, elles sont principalement au nombre de deux, la diffamation et l'injure. Vous avez mis les définitions, elles sont un peu complexes. C'est l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. Et l'injure, en fait, c'est tout ce que n'est pas la diffamation. Et ça pose beaucoup de questions quand on est amené à qualifier une infraction, puisqu'il faut interpréter les propos qui sont tenus au regard à la fois des personnes qui sont auteurs et victimes et du contexte qui entoure la chose. Un tout petit exemple, quand on dit à quelqu'un vendu, comme ça dans la rue, ça ne donne pas forcément lieu à une plainte pour diffamation. On peut considérer que ce serait une invective, une injure simplement à l'encontre d'une personne. Si cette personne est François Fillon, et si on est pendant l'affaire des costumes que tout le monde connaît, là on peut se dire, ça fait référence à ces costumes qui m'ont été offerts par un avocat d'ailleurs, en échange de je ne sais trop quel service. Et donc, le terme vendu sera poursuivi sur la qualification de diffamation et non plus d'injure. Donc, deux infractions distinctes avec des peines qui sont elles-mêmes distinctes et qui dépendent de la personne, effectivement, qui est victime, qu'elle soit personne publique. Et donc, vous voyez que dès lors que c'est une personne publique, on a des peines qui sont quand même plus élevées. De la même manière, on a choisi de protéger avec plus de conviction, on va dire ça comme ça, quand il y a des atteintes à l'identité, à l'ethnie, au handicap, etc. Dès lors que la diffamation porte sur l'un de ces points-là, évidemment, le législateur a considéré qu'elle était plus grave qu'une diffamation simple. Et une chose qu'il faut bien avoir en tête, et c'est la même distinction qu'on pourra faire dans quelques instants pour l'injure, c'est que il y a un caractère de gravité qui est lié au caractère public ou non de la diffamation. Et donc, vous voyez qu'une diffamation publique, qu'on a plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros d'amende, alors qu'une diffamation non publique, et on viendra bien évidemment dans le détail sur ce que constitue cette diffamation non publique, on est à 38 euros d'amende, donc quelque chose de pas forcément efficace pour faire cesser les propos. L'injure maintenant, de la même manière, vous avez des injures qui sont, on va dire, simples. Et là, il y a une petite spécificité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre l'injure qui est proférée à l'encontre d'un particulier ou l'injure qui est proférée à l'encontre d'un élu, puisque c'est les mêmes montants de 12 000 euros qui sanctionnent l'un et l'autre
cette infraction. Et en revanche, on revient sur la même distinction dès lors qu'on a une appartenance à une dénomination, religion, sexe, identité, genre, handicap, etc. Tout ça, la même chose. Et la distinction à laquelle je viens de faire référence, c'est-à-dire l'injure non publique, 38 € d'amende de la même manière. Voilà, donc la question de la publicité, en fait, le premier critère qui va permettre de distinguer entre, enfin, le premier, le seul critère qui va permettre de distinguer entre la diffamation publique, l'injure publique, l'injure non publique, ça va également être un critère finalement d'opportunité de poursuite, dans le sens où, dans le cas d'une diffamation ou d'une injure non publique, la question de poursuivre ou non va porter sur quelque chose finalement va apparaître de manière un petit peu plus sensible, c'est-à-dire que ça va vraiment être pour volonté d'y aller pour un peu la beauté du geste, contrairement à la diffamation publique ou à l'injure publique, où là on a des peines, éventuellement des peines de prison, comme on l'a vu en fonction de la typologie des propos qui sont prononcés. Et bon, là, on a une véritable volonté de répression qui a été mise en place par le législateur. Alors, comment est-ce qu'on distingue finalement le caractère public du caractère non public? Comment est-ce qu'on apprécie ce critère de publicité? Alors, c'est pas un élément constitutif de l'infraction, j'insiste là-dessus, mais c'est pas parce qu'on est sur une infraction, sur une diffamation non publique qu'on n'est pas sur une diffamation. Exactement la même chose qu'on a. C'est vraiment un critère finalement d'appréciation de la typologie d'infraction et de l'importance de la peine qui est encourue par l'auteur du propos. Je vous interromps un instant pour deux choses. Déjà, j'aime beaucoup le caractère désuet de l'article 23 qu'on vous a mis il y a quelques instants à l'écran. Hein. Le caractère public des discours, cris, menaces, proférés, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images de tout support de l'écrit, de la parole, de l'image, etc., etc. Bon, ça date de 1880, il ne faut pas l'oublier, mais ça a quand même une réelle actualité puisqu'on arrive à peu près à faire rentrer tout, y compris les modes de communication moderne dans ces différents supports. Ça, c'était juste et en complément, une chose qu'on n'a pas dit, puisque Yann Guillot, qui a été bloqué et n'a pas pu faire l'introduction, n'a pas pu vous indiquer, donc je le fais à sa place, que vous pouvez bien évidemment poser des questions pendant toute la formation. N'hésitez pas, le chat est dédié à ça. Et on y répondra, alors soit dans l'instantané si jamais on en est capable, et sinon à l'issue de ce webinaire, on prendra un temps pour pouvoir évoquer les différentes questions que vous aurez posées. Je suis désolé de vous avoir. Donc la question de la publicité, elle implique d'abord de se poser finalement la question de savoir si les propos qui ont été tenus sont confidentiels ou non. Alors, ça va dépendre un petit peu du contexte, c'est-à-dire que si on est dans un entretien privé entre deux personnes, effectivement, on va pouvoir considérer que les propos qui sont tenus sont confidentiels. Inversement, si on est sur des invectives qui ont lieu dans le cadre d'une réunion publique, le caractère confidentiel va avoir du mal à être retenu. Une fois qu'on a caractérisé éventuellement le caractère confidentiel des propos, on va aussi, pour caractériser le caractère confidentiel des propos, on va aussi s'intéresser finalement à la volonté de l'auteur des propos, notamment s'agissant des propos qui sont adressés par écrit. Si j'envoie un courrier à un seul destinataire, là encore, on va être sur quelque chose de confidentiel. La question va être beaucoup plus sensible si on est sur un envoi, par exemple, par mail, avec un certain nombre de personnes en copie. Là, effectivement, la question n'est plus celle du caractère purement confidentiel des propos, puisque plusieurs personnes ont eu écho, sont témoins de cet échange. Et la question va être la suivante, c'est celle de savoir si l'ensemble des personnes qui se retrouvent à être destinataires des propos appartiennent à la même communauté d'intérêt. Donc on est sur un raisonnement finalement à tiroir, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des échanges qui sont confidentiels? Si on est sur des échanges qui sont confidentiels, par définition, on va être sur une infraction qui va être non publique. Si on est sur des échanges qui ne sont pas confidentiels, le deuxième stade du raisonnement, ça va être de se poser la question de savoir si
l'ensemble des personnes appartiennent ou non à la même communauté d'intérêt. Le critère de la communauté d'intérêt, finalement, c'est un critère qui renvoie à la question de l'appartenance commune. L'idée, ça va être finalement de se dire si toutes les personnes appartiennent à une même communauté, à un même cercle, finalement, les propos ne vont pas être considérés comme étant publics et seront finalement considérés comme étant non publics. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut avoir parfaitement des propos qui sont énoncés devant plusieurs personnes, qui sont écrits à destination de plusieurs personnes, mais qui pour autant ne constituent pas des propos publics et ne donneront pas lieu soit à une diffamation, soit à une injure publique. La question de la communauté d'intérêt, finalement, il y a une très belle définition qui est celle du professeur Maillot, donc c'est l'appartenance commune des inspirations, des objectifs partagés, formant une entité suffisamment fermée pour être perçue, pour ne pas être perçue comme regroupant des tiers par rapport à l'auteur du propos. Alors, c'est surtout la jurisprudence qui va nous permettre de finalement comprendre, à travers les exemples qu'on va en tirer, de comprendre un petit peu ce qui constitue ou ce qui ne constitue pas une communauté d'intérêt. Les membres d'un parti politique, les membres d'une association, les membres d'un syndicat constituent une communauté d'intérêt, là où, inversement, la page Internet, les membres d'un forum Internet, par exemple, ne constituent pas une communauté d'intérêt. De prime abord, puisqu'en fait, si jamais cette page Internet bénéficie d'un accès restreint à un certain nombre de personnes, on pourra considérer qu'elle forme une communauté d'intérêt. Donc là, c'est vraiment chaque critère à prendre en considération. Faire attention à ces jurisprudences, hein, on les a mises comme ça, mais effectivement, dans le détail, il faut analyser finement les différents points. Vous avez également la jurisprudence sur, par exemple, des personnes sur une liste de diffusion. Là, en tout cas, on considère que le simple fait de participer de manière commune à cette liste de diffusion ne constitue pas, ne vient pas caractériser une communauté d'intérêt. La diffamation. On arrive au cœur du sujet. La diffamation est qualifiée dès lors qu'on arrive à regrouper 4 critères cumulatifs: l'allégation d'un fait précis, une atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps déterminé, et avec intention de mauvaise foi. Et encore une fois, ces 4 critères sont impérativement nécessaires pour arriver à qualifier la diffamation. Très souvent, malheureusement, on nous fait analyser des propos et il s'avère que l'un ou l'autre est compliqué à qualifier, et du coup, on propose dans ces cas-là d'éviter de lancer une action. Le critère de la publicité, comme on vient de l'expliquer, ne conditionne pas l'existence même de la diffamation, mais la manière dont elle sera, dont les personnes seront condamnées le cas échéant si jamais on considère qu'elle est qualifiée. Donc, la diffamation, c'est l'allégation d'un fait. C'est un critère de distinction entre la diffamation et l'injure. Je prenais mon exemple de vendu à l'encontre de François Fillon. J'ai rien contre François Fillon, c'est pas la question, mais voilà, c'est vraiment pour qualifier, vous expliquer le propos. Est-ce que dans ce qui a été soutenu par l'auteur du propos, on se réfère explicitement ou implicitement à une situation un petit peu plus large dans laquelle on arrive à faire rentrer les choses. Quand on dit d'un maire qu'il est corrompu, ça ne veut pas dire grand-chose en soi et ça peut être simplement une insulte. En revanche, si jamais ça fait référence à des faits, parce qu'il y a une enquête pénale qui est en cours à l'encontre de ce maire-là, évidemment, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus précis et on peut arriver, le cas échéant, à qualifier la diffamation. Donc, cette allégation d'un fait, elle doit être suffisamment précise pour qu'on puisse faire l'objet d'une offre de preuve ou d'un débat contradictoire. C'est quelque chose d'assez important et on vous a mis un certain nombre de jurisprudences. Vous voyez, hein, c'est un écrivain assez antisémite. C'est assez compliqué de qualifier cet assez antisémite. On a eu un cas où un maire avait été
insultait, la personne lui avait dit qu'elle était sénile. Donc, il n'y a pas de preuve, d'offre de preuve à faire de l'éventuelle sénilité d'une personne. On ne rentre pas dans ces caractéristiques-là. Et de la même manière, la pire préfecture de France, c'est certainement pas celle de Loire-Atlantique, évidemment. C'est la même chose, il n'y a pas d'allégation à retenir. L'atteinte à l'honneur. Ouais, le deuxième critère, c'est effectivement celui de l'atteinte à l'honneur et ou à la considération. L'idée, c'est finalement de venir dire, l'allégation, elle impute un fait qui est soit pénalement, soit moralement répréhensible. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est de ce critère, c'est que les magistrats ont une approche objective de la nature. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir s'intéresser finalement à la façon dont vous avez pensé le propos, si vous êtes l'auteur, ou surtout à la façon dont vous avez pu l'interpréter si vous en êtes le destinataire. Ce qui compte, c'est finalement de démontrer que le propos va venir porter une atteinte objective à votre honneur, c'est-à-dire que finalement, on vous a imputé soit des faits de nature pénale, ça c'est finalement une approche assez simple de ce critère-là, à partir du moment où le reproche porte sur la commission d'une infraction, on a systématiquement la démonstration de cette atteinte. Si je vous apporte, si je reproche à quelqu'un finalement d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêt, le caractère finalement objectif de la nature du reproche, il est évident. Le caractère pénal va venir nécessairement permettre de considérer que ce que je reproche porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne que j'ai visée. C'est pareil, on nous a mis un certain nombre de jurisprudence. Je pense que cette question-là est assez simple à interpréter. Le deuxième type d'atteinte à l'honneur et à la considération peut être un petit peu plus subtil à prendre en considération parce que toujours à travers cette recherche d'objectivité de l'atteinte, on va quand même cette fois s'intéresser aux propos qui portent sur un acte qui est légal mais qui est immoral. Alors, l'approche objective est moins évidente, je le disais, mais par exemple, la jurisprudence considère que venir imputer à un politique d'avoir un goût immodéré pour l'alcool, et puis en l'occurrence, dans cette jurisprudence-là, il était expliqué que cette femme politique avait l'habitude, en tout cas avait été surprise à plusieurs reprises dans le cadre de réunions publiques à être passablement ivre. Bon, bah ça, on va considérer que c'est absolument pas illégal d'être ivre, par contre, c'est suffisamment immoral pour constituer une allégation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération. Même chose s'agissant de l'accusation d'avoir tourné un film pornographique dans les locaux de la mairie. Encore qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir si cette allégation-là ne renvoie pas à un délit pénal, ou encore le fait de mettre en cause les membres d'un parti politique dont on estimerait que leurs pratiques tendent à favoriser l'alcoolisme de certaines populations à des fins électoralistes. On voit bien que dans ces trois exemples, on a la possibilité d'apporter la preuve des éléments indiqués. Donc l'auteur peut dire, ben voilà, on a un certain nombre d'attestations, cette femme politique a été vue dans telle et telle réunion, etc. Pareil pour l'histoire du film pornographique, il y aura peut-être des preuves à apporter. Voilà. Donc le troisième critère qui est celui de la personne visée. La personne visée. Donc la victime ou les victimes doivent être identifiées ou identifiables. Ça, c'est vraiment un élément important. Souvent, d'ailleurs, les actions pêchent sur ce plan-là, puisque les personnes se sentent particulièrement visées dès qu'il y a des propos dans leur entourage, on va dire ça comme ça, sans qu'ils soient réellement identifiés ou identifiables. Il n'y a évidemment pas de diffamation lorsque les propos visent une doctrine. Si jamais vous avez une pensée de tous les pacifistes, ça ne va pas donner le droit à une personne pacifiste de venir vous attaquer en diffamation. En revanche, et bien évidemment, quand la personne est désignée par son nom ou par son titre, c'est
le maire de telle ville, c'est effectivement très très facile à qualifier. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on a une partie des membres du conseil municipal. Là, une partie des membres du conseil municipal, quels sont les membres qui sont réellement visés par cette allégation, sauf si jamais le contexte nous permet d'identifier clairement les quelques membres en question, parce que derrière, on dit que justement, ils sont tous alcooliques, ils se retrouvent tous au bar le soir. Sauf si jamais il y a cette possibilité-là, en principe, on va avoir du mal à identifier la victime. Les conséquences de l'identification, c'est évidemment la caractérisation de la victime. Et on vous l'a dit tout au départ, en fonction de la personne qui est visée par les propos, les infractions ne sont pas les mêmes. Et au-delà de ça, les règles procédurales ne sont pas exactement les mêmes non plus, puisque par exemple, une diffamation à l'encontre d'une personne privée peut être, on peut en demander la réparation uniquement devant les juridictions civiles, ce qui n'est absolument pas le cas pour une personne publique. On est impérativement tenu de faire une action pénale. Donc, il y a des règles procédurales qui s'attachent à cette caractérisation. Et vous voyez que quand on a affaire à une personne publique, on a évidemment les deux aspects de sa personnalité, qui sont les aspects privés et les aspects publics. Et il faut absolument faire l'effort, bien évidemment, de qualifier à quoi se rapportent les propos et si jamais ils se rapportent à sa vie privée ou à sa vie publique, puisque si jamais on se trompe dans la qualification et dans l'infraction qui est retenue dans le cadre de la poursuite, bien tout simplement, la personne ne pourra pas, enfin, l'auteur des propos ne pourra pas être poursuivi. Alors, une fois qu'on a caractérisé finalement la diffamation, on doit quand même dire quelques propos sur la question de l'excuse de vérité. Parce que le propos peut être effectivement attentatoire, c'est une allégation attentatoire à l'honneur et à la considération d'une personne visée, mais pour autant, le propos il est vrai. Il y a l'adage bien connu selon laquelle finalement le caractère véridique de l'allégation va venir faire éteindre la diffamation. Alors c'est ce que prévoit l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, donc, qui explique que la personne qui est accusée de diffamation a la possibilité, dans un cadre qui est assez restreint, on va vous l'expliquer, de venir finalement apporter la preuve de ce qu'elle raconte est peut-être extrêmement désagréable à entendre, mais surtout vrai, et que ce n'est pas censé constituer une diffamation, ce n'est pas censé entraîner l'engagement de sa responsabilité pénale. Alors, il y a des conditions qui sont assez strictes, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a notamment des principes de fond. Le premier principe, c'est le principe de corrélation. C'est-à-dire que la vérité, les éléments de vérité que l'auteur des propos va venir rapporter doivent être en lien avec le propos infamant et ne doivent pas être des éléments distincts ou périphériques. C'est important parce que finalement, encore une fois, l'idée de cette question d'excuse de vérité, c'est bien de s'assurer que les propos qui ont été tenus sont vrais. Si finalement j'accuse une femme politique d'avoir un goût modéré par l'alcool lorsque un certain nombre de réunions publiques, elle a pu être passablement ivre et que les seuls éléments que j'apporte, ce sont par exemple une attestation de son ex-mari qui explique que de temps en temps à la maison, elle fait un petit peu trop. Le principe de corrélation risque de ne pas être respecté. Ce qu'on va s'attacher à vérifier, si c'est effectivement dans le cadre des manifestations publiques politiques de son parti, elle avait pu se montrer passablement ivre. Si on est simplement sur des questions de ce qui s'est passé chez elle et non pas en fait de sa vie publique, le principe de corrélation ne sera a priori pas respecté. Il y a le principe finalement de préconstitution. C'est important, c'est-à-dire que la jurisprudence souhaite que soit en mesure de vérifier que finalement
les éléments relatifs au caractère véridique des propos préexistaient avant qu'on tienne les propos. Il suffit, on n'acceptera pas finalement que le caractère véridique des propos puisse être attesté par des éléments qui sont postérieurs à ceci. Ça serait finalement la preuve que la personne a lancé presque une bouteille à la mer et qu'elle a essayé de se rattraper aux branches en essayant d'aller justifier son allégation par des éléments qui n'existaient pas au moment où cette allégation a été faite. Et il y a la question du principe de respect de la vie privée. Là, effectivement, ce que nous dit l'article 35, c'est que finalement, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne. Je reprends l'exemple donné tout à l'heure. Effectivement, non seulement la question de savoir si cette femme politique boit un petit peu trop lorsqu'elle est chez elle ne respectera pas le principe de corrélation, mais ne devrait absolument pas non plus respecter le principe de respect de la vie privée, dans la mesure où finalement cette dame, elle fait à peu près ce qu'elle veut chez elle, sous un certain nombre de réserves. Je serais assez rapide là-dessus, c'est lorsque les allégations portent sur des questions d'attouchement mineur. Là, effectivement, on va pouvoir venir considérer que la vérité peut être rapportée, même lorsque on portera atteinte à cette question du respect de la vie privée, parce que ça fait partie du type d'allégation qui finalement nécessite forcément d'aller fouiller un petit peu dans la vie privée si on veut pouvoir en apporter le caractère véridique. Et en sachant que ces allégations-là, finalement, ont été considérées comme suffisamment importantes par le législateur pour qu'on puisse se permettre d'avoir une approche un petit peu plus extensive de la question de l'excuse de vérité. Alors ça, ce sont les trois conditions de fond, donc le principe de corrélation, le principe de préconstitution et le principe de respect de la vie privée. Il y a également des conditions de forme, c'est-à-dire que, encore une fois, et on le réévoquera tout à l'heure, mais on est sur un délit qui est entendu comme un abus de liberté. On essaye de respecter à la fois la liberté d'expression et à la fois de venir sanctionner les abus. On est sur un équilibre qui est assez complexe. Et de cet équilibre complexe découlent finalement des règles de procédure qui sont assez strictes, notamment s'agissant de la question des délais. Et on le voit s'agissant de la question de l'excuse de vérité, puisqu'on est sur des délais qui sont assez courts, c'est-à-dire que la personne qui se voit accusée de diffamation a finalement un délai de 10 jours après, comment dirais-je, soit de 10 jours après la signification de la citation, c'est-à-dire à partir du moment où elle sait qu'elle va se retrouver devant le tribunal correctionnel, pour faire valoir ces éléments de preuve. Donc, il faut quelque part être assez certain de ce qu'on raconte, parce que ça implique d'être en mesure de pouvoir apporter les éléments de vérité extrêmement vite. C'est un débat qui ne peut avoir lieu que devant la juridiction de jugement et non devant la juridiction d'instruction. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur les questions de procédure, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la plainte en diffamation, elle est instruite nécessairement devant un juge d'instruction. Ce n'est pas devant ce juge d'instruction qu'on va apporter les éléments de preuve, c'est uniquement devant le tribunal correctionnel, où on estime que lui est seul compétent pour finalement apprécier le caractère véridique ou pas de l'allégation qui a donné lieu à la plainte. Et le débat contradictoire qui finalement naît à partir du moment où les éléments de preuve sont apportés, lui aussi est assez court, puisque dans les 5 jours suivants, en tout cas 3 jours francs avant l'audience, le plaignant et le ministère public, le procureur de la République, sont en mesure de pouvoir apporter finalement les preuves contraires de ce que le prévenu, la personne qui est accusée de diffamation, a apporté s'agissant d'excuses de vérité. Donc on est sur des délais qui sont extrêmement contraints. Finalement, ça implique un petit peu tout ce monde-là à se mettre en état assez rapidement. L'idée, c'est de faire en sorte que le temps de la procédure, le temps du procès en matière de presse ne soit pas altéré par cette question d'excuses de vérité, qui doit normalement survenir de manière assez rapide si les propos reposent sur une base factuelle assez suffisante, assez certaine. Alors, cette excuse de vérité,
vous en rendez compte, est assez difficile à mettre en œuvre et le plus souvent, la personne qui est prévenue, donc la personne qui est auteur des propos au départ, cherche à échapper à sa responsabilité pénale en invoquant la bonne foi. La bonne foi, en matière de presse, il existe une présomption de mauvaise foi. Donc, la personne est considérée avoir tenu des propos dans l'intention de porter atteinte à la victime. Pour pouvoir prouver cette bonne foi, donc vous voyez bien que la logique est complètement inversée par rapport à un dossier habituel. D'habitude, on considère qu'on est de bonne foi et c'est l'adversaire qui cherche à prouver la mauvaise foi. Là c'est à vous de prouver votre bonne foi si jamais vous avez tenu ces propos. Il faut réunir 4 éléments impérativement pour pouvoir faire en sorte que cette bonne foi soit constituée. Le 4 éléments, c'est l'absence d'animosité. Ça, évidemment, la lecture d'un article, par exemple, permet de voir si jamais son auteur avait une animosité particulière à l'encontre de la victime. Mais donc, il ne faut pas qu'il y ait d'implication subjective de l'auteur à l'encontre de la victime. Il faut également faire en sorte de préserver la légitimité du but poursuivi. L'information, là on parle particulièrement dans les articles de presse, doit être utile, pertinente et doit avoir pour seule volonté de satisfaire, ne doit pas avoir pour seule volonté de satisfaire la curiosité des lecteurs. On est sur, on va dire, le sens noble de la presse. Il faut que le but poursuivi soit légitime. La prudence et la mesure dans les propos. Ça, c'est bien souvent ce qui manque quand on essaie de caractériser la bonne foi, c'est le caractère un peu excessif de ce qui est soutenu. La personne doit faire en sorte de doser, on va dire, ses propos avec l'information qu'elle a pu recueillir. Et évidemment, le dernier point, c'est une enquête sérieuse préalable. Donc, un regroupement d'informations, on vous l'indique, et on a une sévérité un peu particulière à l'encontre, évidemment, des journalistes, dont c'est le métier de recueillir ces informations. On a d'ailleurs dans l'actualité récente un cas qui est venu un petit peu remettre le projecteur sur cette enquête sérieuse préalable, c'est celui de l'affaire Raquel Garrido et Alexis Corbière, bien que ce soit eux les victimes de la problématique. Je pense que tout le monde se souvient que, je crois que c'est Le Point, a publié un article au sujet de la nounou des enfants d'Alexis Corbière et de Raquel Garrido, qui aurait été en situation illégale, payée au lance-pierre, etc., avec tout un tas d'assertions qui sont avérées complètement fausses. Et la meilleure preuve en a été le fait que le journal en question a supprimé dans les 24 ou 48 heures les informations. C'est-à-dire qu'en fait, l'enquête sérieuse, elle a eu lieu malheureusement après la diffusion de l'article et pas avant. Donc là, à mon avis, ils vont avoir beaucoup de difficultés à prouver leur bonne foi. Alors, cette bonne foi, il y a un certain tempérament qui peut être mis dans 2 hypothèses qu'on va regarder successivement. La première hypothèse, c'est la polémique syndicale, et la seconde, c'est la polémique politique. Donc, 2 points auxquels les collectivités peuvent se retrouver bien évidemment confrontées. La polémique syndicale peut permettre, si jamais effectivement des propos, on va dire, excessifs sont tenus dans ce cadre, d'apprécier de manière un peu plus souplement la bonne foi de l'auteur. Ainsi, vous devez admettre que dans un débat syndical, il puisse y avoir des propos qui sont un petit peu plus vifs que dans le cadre habituel. C'est quelque chose qu'il faut bien évidemment prendre en considération quand on a à se poser des questions sur les propos tenus par les syndicalistes représentants du personnel d'une collectivité. De la même manière, les élus doivent considérer
que les polémiques politiques permettent aux auteurs de propos d'être un petit peu plus agressifs qu'on pourrait l'admettre pour une personne lambda. Le juge européen avait une jurisprudence, qu'on vous a mis d'ailleurs, en indiquant que l'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance. Et cette jurisprudence, clairement, vient tempérer tout un tas d'agressions qui sont faites à l'encontre des élus. Alors peut-être qu'effectivement, les récentes modifications des lois vont faire modifier après coup les jurisprudences, mais le fait est qu'aujourd'hui, dès lors que, encore une fois, on n'est pas complètement excessif, et pour le coup, on n'entre pas dans l'injure pure et gratuite, mais on doit effectivement être plus souple dans l'appréciation de la diffamation dès lors qu'elle rentre dans un cadre de polémique politique. Alors voilà, je pouvais vous présenter s'agissant de la question de la diffamation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions effectivement sur la question de la diffamation, ou est-ce que c'est directement la question de l'injure? Alors, l'injure a cette caractéristique qu'elle se distingue de la diffamation en ce qu'elle ne vise pas l'allégation d'un fait précis. L'exemple le plus évident, c'est finalement celui qu'évoquait Christian tout à l'heure, c'est l'opposant politique qui va venir insulter le maire en place, traiter le maire en place de gâteux et de sénile. Là, effectivement, il n'y a pas lieu un débat contradictoire, il n'y a pas d'excuse de vérité possible. On est dans l'absence d'allégation d'un fait précis. Le deuxième critère, c'est celui de l'expression outrageante. Alors, ces deux critères cumulatifs, comme pour la diffamation, les 4 critères devaient être réunis. Là, ces 2 critères sont cumulatifs. S'il en manque un, évidemment, on ne sera pas en mesure de pouvoir caractériser le délit. Et de la même manière, c'est un rappel, hein, la question de la publicité ne vient pas caractériser ou non l'injure, elle vient simplement caractériser ou non l'injure publique. Donc la question de l'expression outrageante, elle est multiforme, c'est le propos blessant, c'est le terme de mépris, d'invective. L'idée, c'est généralement celle-ci, c'est quand même de se dire que les propos qui sont tenus sont là pour blesser, sont là pour faire mal, et sont objectivement agréables à entendre pour absolument personne. Donc on a des injures assez évidentes à caractériser, c'est celles qui sont purement et simplement insultantes. Donc, l'imagination n'a pas de limite. L'injure grossière, le dangereux salaud, elle vient de pourriture, ou l'injure non grossière, celle qui va finalement mettre en évidence des aspects assez peu reluisants de la personne. Donc le grand manipulateur, le menteur, le menteur. Là, on n'est pas dans l'insulte, on est néanmoins dans l'injure parce qu'on n'a pas d'allégation d'un fait précis et on est sur des propos qui sont, je le disais tout à l'heure, assez désagréables à entendre qui que ce soit. L'expression de l'injure est multiforme, c'est important à garder en tête parce que, encore une fois, ce à quoi on pense peut-être de manière plus évidente lorsqu'on parle d'injure, c'est l'injure qui est lancée en public face à la personne, mais ça peut également tout à fait être un dessin, une image. Donc je me souviens, je pense, de l'ancienne garde des Sceaux qui avait été représentée sous l'apparence d'un singe. Donc, pour le coup, l'auteur du dessin avait été condamné pour injure. Le dessin qui représente une candidate à une élection au-dessus d'un excrément. Là encore, on est dans l'injure la plus caractérisée. On prend également en considération le contexte, ce qui peut paraître un petit peu complexe si on veut vraiment une approche objective, mais c'est ce que nous dit la jurisprudence, c'est-à-dire que
Par exemple, l'évocation du manque d'intelligence peut ne pas être injurieux si le contexte fait apparaître un contentieux historique et houleux entre l'auteur et la personne. Alors, on est sur des choses qui sont extrêmement précises, extrêmement tenues. Je pense que ce qu'il faut de toute façon retenir, c'est à la fois le caractère outrageant du propos et du dessin et ou de l'écrit, et se dire que ça devrait constituer a priori une injure. Donc, pareil, l'actualité, hein, je ne sais pas si vous regardez Cyril Hanouna, mais il y a eu des termes d'injures qui ont été utilisés par lui il n'y a pas très longtemps, quelles que soient les justifications qui puissent appeler. Je pense que c'était un député de merde risque d'être qualifié d'injure, et il n'y a pas d'excuse à avoir là-dessus. Le second critère, c'est celui de l'absence d'imputation d'un fait. C'est un critère qui est très important parce que, on vous l'a dit, je vous le redis, c'est le critère qui va bien distinguer la diffamation de l'injure. C'est essentiel d'être assez précis sur cette question d'absence d'imputation d'un fait parce que le risque étant de venir qualifier une diffamation et une injure là où on n'a finalement pas d'allégation d'un fait ou on en a une. Je m'explique, c'est-à-dire que en matière de presse, il faut absolument que le fondement de la plainte soit le bon. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'allégation d'un fait alors qu'il y en a un inversement et que vous vous trompez, qu'on se trompe sur le fondement de la plainte qui est déposée devant le doyen des juges d'instruction, eh bien la plainte finalement, pour parler assez crûment, elle n'est pas bonne et elle ne va pas permettre, comment dirais-je, va permettre de venir suspendre, de venir interrompre l'écoulement du délai de prescription, on en parlera tout à l'heure, et le risque étant finalement que la plainte tombe mais et que de manière définitive, on ne puisse pas envisager la répression du propos. Donc, c'est une approche peut-être un petit peu subtile en fonction du contexte, en fonction des propos qui sont tenus, mais sur laquelle il faut être extrêmement précis, extrêmement attentif, bien tenir compte finalement du contexte, éventuellement de propos ultérieurs qui pourraient venir illustrer différemment l'injure. C'était l'exemple de la question de François Fillon tout à l'heure, effectivement. La question, le propos escroc, c'est ça, vendu. Effectivement, vendu, c'est entendu, ça peut être entendu comme une injure si on le détache de tout contexte, mais dans un contexte particulier, c'est-à-dire François Fillon au moment de son affaire des costumes, ça prend un sens qui est radicalement différent et qui, pour le coup, peut venir caractériser une diffamation. Ce qui veut dire que si on a déposé plainte pour injure, a priori, la plainte n'est pas bonne et ne permettrait pas d'envisager la condamnation de l'auteur des propos. Il faut un élément qui est très important, c'est-à-dire que si on a des propos qui sont à la fois insultants, donc qui vont venir caractériser une injure, mais qui, dans la même phrase, dans le même propos, on a également un fait diffamatoire, pour le coup, il faut venir considérer que la diffamation englobe l'injure, qu'une seule plainte de vocation à être déposée, c'est celle pour diffamation. C'est-à-dire que la diffamation, dans ces termes, va venir englober l'injure, et il ne faudra pas envisager de déposer une plainte pour deux fondements différents, ça ne sera pas considéré comme régulier. C'est important parce qu'effectivement, si je reprends le fil de la métaphore avec l'exemple de M. Fillon, si on le traite à la fois de con et de vendu, on ne peut pas faire une plainte pour injure du fait de traiter de con et une plainte pour diffamation pour être traité de vendu. Il n'y aura qu'une seule plainte. La jurisprudence est de nous dire que vous pouvez poser qu'une seule plainte pour diffamation. Et encore une fois, ça a un intérêt particulier puisque on aborde maintenant un point qui est assez important dans les infractions de presse et qui montre une spécificité. Je ne sais pas si vous avez connaissance des délais de prescription en matière pénale habituellement, mais en matière pénale, un délit, c'est 6 ans, le délai de prescription. En matière de presse, un délit, c'est 3 mois. 3 mois à compter de la publicité des propos. Donc, publicité qui peut être soit
orale au cours d'un discours, écrite, un article de presse ou un blog, etc., etc. C'est un délai qui passe très très vite, puisque dans ce délai, il faut se dire je vais lancer une action, analyser tous ces différents points et après saisir un magistrat dans les règles pour pouvoir interrompre correctement le délai. Donc cette interruption du délai peut avoir lieu avec plusieurs moyens, notamment la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, tribunal territorialement compétent. Alors la territorialité est importante. Quand c'est un meeting politique qui a lieu à Marseille, bien évidemment, c'est le doyen des juges d'instruction de Marseille qui sera compétent. Si, en revanche, on est sur un webinaire comme le nôtre, qui est diffusé un peu partout en France, on a, d'une certaine manière, le choix de l'endroit où on va déposer sa plainte. C'est important. Ce choix, il n'est pas totalement libre. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie demain de déposer une plainte pour les propos qui sont tenus autour de ce webinaire à Marseille, il faut que j'ai un huissier de Marseille qui soit capable de dire depuis Marseille, on peut accéder à ce webinaire qui est ouvert à tout public, ce qui n'est pas le cas de notre webinaire d'ailleurs, puisqu'il faut être inscrit, mais si jamais il était ouvert à tout le monde, et donc il doit faire dans son constat la preuve que toute personne peut accéder de n'importe où aux propos qui sont donnés. Et dans ces cas-là, on pourra choisir d'avoir une action qui sera poursuivie au-delà de l'endroit où sont tenus simplement les propos. Dès qu'on a déposé cette plainte à la constitution de partie civile, le magistrat demande le dépôt d'une consignation et lance un certain nombre d'investigations. Quelquefois, ça se réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'il convoque l'auteur des propos, il lui dit vous êtes mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel, et tout sera fait devant le tribunal correctionnel, puisqu'en fait, le juge d'instruction n'a des diligences très minimales à effectuer dans le cadre des infractions de presse, vérifier que la personne est bien auteur des propos et que le délai a été interrompu à peu près correctement. Dès lors qu'il a fait ces deux diligences de base, il n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est mettre en examen la personne sans se pencher clairement sur le caractère diffamatoire, ce n'est pas à lui de le faire, et renvoyer devant le tribunal correctionnel, où là, effectivement, on regardera dans le détail si la personne est effectivement condamnable. Le constat d'infraction. Voilà. Donc ce constat, c'est des choses auxquelles on a été confronté un certain nombre de fois. On nous a saisi en nous disant déposez une plainte contre monsieur machin, regardez voilà une impression à l'écran de son site web, etc. C'est des choses qui ne permettent pas de rapporter la preuve devant une juridiction correctionnelle. On a besoin de quelque chose de clairement établi par un officier public et ministériel, un commissaire de justice, puisque maintenant ça s'appelle comme ça. Le commissaire de justice, l'huissier, sera là pour apporter la preuve de la date, parce qu'il est très important de déterminer par cette preuve la date du point de départ du délai de 3 mois, et puis de la matérialité et de l'infraction. Si je reprends mon exemple de procès-verbal de constat, par exemple d'une page web, il y a tout un tas de diligences à réaliser par le commissaire de justice pour déterminer qu'avec son ordinateur, il a pu se connecter sans aucune difficulté, sans mot de passe, sans quoi que ce soit, à cette page web. Et après lui, il fera ses extractions de photos écran qui lui permettront de poursuivre, effectivement, et en tout cas d'interrompre ce délai de prescription qui court. Et pas n'importe quel huissier, hein, c'est ce qu'on vous indiquait il y a quelques instants, l'huissier doit avoir son étude dans le siège du tribunal que l'on souhaite saisir. Donc là, après, il peut y avoir
des recherches d'opportunités, notamment du fait qu'à Paris, le tribunal judiciaire a une chambre spécialisée en matière de presse, tout comme à la Cour d'appel, il y a une chambre spécialisée également en matière de presse. On peut avoir envie de faire juger son affaire à Paris. Ça dépend encore une fois comment sont tenus les propos. Si jamais les propos sont tenus dans une réunion publique, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, eh bien, il y avait que le tribunal judiciaire local et territorialement compétent qui pouvait être saisi, ce qui pose des difficultés, puisqu'encore une fois, vous le voyez, on est sur du droit pénal extrêmement dérogatoire, et malheureusement, tous les magistrats n'ont pas l'habitude de ce type et on a fait des frais, ça nous est déjà arrivé, puisque les magistrats, étant malheureusement mal formés sur ces procédures, ils ont eux-mêmes permis la prescription de cette action. C'est-à-dire que cette action, pour pouvoir être menée à bien, il faut non seulement interrompre le délai de 3 mois, mais il faut l'interrompre tous les 3 mois, jusqu'au jour où la personne sera jugée. Et là, je fais une toute petite aparté sur l'essence même de la loi de 1881. Il ne faut pas oublier que la loi de 1881, qui définit ces infractions de diffamation et d'injure, c'est la loi qui s'intitule sur la liberté de la presse. Le but du législateur, quand il a créé cette loi, c'était de faire en sorte que les actions contre les journalistes, puisque c'était principalement ce qui était visé, ne puissent que très difficilement aboutir. Donc vraiment, dans un cas flagrant, et si jamais la personne est bien accompagnée, on arrive à faire aboutir une action, mais dans la plupart des cas, il y a suffisamment de choses-trappes dans cette loi de 1881 pour faire en sorte de faire échouer les actions. Donc, ce délai de 3 mois, dont je vous dis qu'il faut qu'il soit interrompu non seulement une fois, mais tous les 3 mois, ça arrive malheureusement assez régulièrement qu'un juge d'instruction oublie de faire la diligence nécessaire pour interrompre le délai de 3 mois alors que le dossier est sur son bureau, ou un procureur, et ça nous est arrivé malheureusement, un procureur qui devait citer une personne en correctionnel ne l'a pas fait et on s'est retrouvé avec une plainte prescrite, ce qui pose quand même de réelles difficultés. Notre client n'était pas content, il avait parfaitement raison de ne pas être content. Et nous, malheureusement, on n'avait pas grand-chose à faire, puisqu'une fois que le dossier est entre les mains du magistrat, on ne peut pas se substituer à lui. Alors, on a écrit X et X fois pour pouvoir faire en sorte qu'il respecte les délais, mais malheureusement, certains doivent avoir des difficultés de lecture. C'est l'histoire des responsabilités en matière de presse. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est important, c'est que la loi de 1880 crée une espèce de responsabilité en cascade. Le premier à avoir sa responsabilité engagée, et s'agissant de propos diffamatoires ou injurieux, c'est finalement le directeur de la publication. C'est pas l'auteur de propos, lui, sa responsabilité, elle est engagée à défaut de pouvoir engager celle du directeur de la publication, puis à défaut de l'auteur, les imprimeurs, et à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que, très concrètement, tout le monde, pas tout le monde, mais la notion de directeur de publication, il faut la détacher du directeur de publication de Ouest France, par exemple. On a tous, presque tous, eu, avons actuellement encore des pages Facebook ou des fils Twitter. On est chacun directeur de publication de ce fil Twitter, de cette page Facebook. C'est-à-dire que les propos qui sont publiés, que nous on publie, mais également qui sont publiés dans le cadre des commentaires que l'on permet sur notre page, peuvent entraîner la mise en jeu de la responsabilité du directeur de la publication. Donc, je viens sur votre page Facebook, sur la page Facebook de la commune, s'il y en a une, ou n'importe quel type de réseau social de ce genre, en commentaire, parce que la publication des commentaires est librement permise par le directeur de la publication de cette page. J'écris à peu près tout et n'importe quoi sur n'importe qui, et surtout de manière diffamatoire et injurieuse. Et finalement, moi, ma responsabilité en tant qu'auteur des propos, elle sera envisagée finalement à défaut de celle du directeur de la publication, qui n'a pas été assez vigilant dans la mise en place, par exemple, des garde-fous s'agissant de la publication des commentaires, qui a autorisé les commentaires sans contrôle a priori. Et donc, les conséquences de ce que je viens de dire finalement, c'est que
l'engagement de la responsabilité du directeur de publication peut apparaître de manière assez facile contre des personnes qui ne sont peut-être parfois même pas conscientes de ce qu'elles peuvent être considérées comme des directeurs de publication. Là-dessus, j'attire quand même votre attention sur, j'attire quand même votre attention sur la nécessité d'avoir des modalités de contrôle de ce qui peut être publié sur les pages officielles des communes, des départements pour lesquels vous travaillez, parce que finalement, celui qui publie, enfin, qui écrit le propos n'est pas forcément celui dont la responsabilité sera engagée. Donc on peut se retrouver d'ailleurs dans une situation un peu ubuesque où le directeur de la publication de la page Facebook de telle communauté de communes et le président de la communauté de communes. Et comme il a laissé l'accès libre aux commentaires, c'est lui qui se retrouve victime d'une infraction dont il est considéré comme l'auteur principal. Vous avez bien vu que c'est ce directeur de la publication, en l'occurrence notre président de PCI, qui sera auteur principal de l'infraction dont il est lui-même la victime. Ça pose de réelles difficultés. Ça pose aussi une certaine difficulté, toutes ces questions de moyens de communication un peu modernes, puisqu'on a des problématiques d'identification des auteurs. On n'a pas forcément parlé, mais certaines pages Facebook, certains comptes sont faits avec des pseudos et les GAFA, les grands fournisseurs d'accès ne donnent que difficilement l'identité des propriétaires réels des pages. Donc, quelquefois, on peut avoir tous les éléments d'une infraction pénale de presse réunis et on nous en manque un, c'est l'identification réelle de l'auteur. Alors, on sait à peu près que, effectivement, c'est tel opposant politique qui est derrière cette page Facebook, mais à peu près, ou même avoir l'intime conviction ne suffira pas. Il faut qu'on apporte la preuve que c'est lui qui est effectivement derrière cette page. Voilà. Donc simplement, c'est un petit aparté pour vous dire que l'identification des auteurs peut quelquefois être complexe et faire échec même à une action pénale. Alors, au-delà des actions pénales, il y a des actions qu'on a appelées non pénales qui peuvent être menées. La plus simple, elle est visée par le droit de la presse lui-même, par l'article 13 de la loi de 1880. C'est le droit de réponse, mais ça, je pense que la plupart des collectivités sont assez au point sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que l'article est extrêmement long. Vous avez mis un tout petit extrait de l'article 13. Il explique qu'en principe, toute personne qui est identifiée ou identifiable dans un article peut avoir la possibilité de solliciter du directeur de la publication un droit de réponse. Et dans ces cas-là, ce droit de réponse doit être inséré à peu près au même endroit, dans le même nombre de lignes, dans, on va dire, l'édition suivante de la réception de la demande de droit de réponse. Et ce droit de réponse peut être formulé dans le même délai que je vous donnais tout à l'heure, celui de la prescription, dans le délai de 3 mois. C'est quelque chose qui a changé relativement récemment, donc un délai assez court. Et ce n'est que si jamais le directeur de la publication qui est saisi d'une demande de droit de réponse ne donne pas satisfaction qu'on peut le faire poursuivre pour refus d'insertion Au-delà de cette demande de droit de réponse et de cette possibilité de faire jouer, on va dire, les services de communication des collectivités, vous avez des actions civiles qui peuvent être envisagées, en référé pour obtenir effectivement le prononcé de mesures temporaires. Au fond, quand il s'agit de rechercher une indemnisation des préjudices causés par l'infraction en question, avec le tempérament que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est sur des infractions à l'encontre des personnes publiques, on doit absolument poursuivre pénal et civil en même temps. Donc, à bien garder à l'esprit. Plus globalement, des demandes, quand on est sur des pages Facebook, Twitter, etc., des demandes directement menées auprès de l'opérateur peuvent avoir un certain succès. On a mis résultat incertain. Vous voyez, tout dépend de la façon dont ça se passe. Et ce qui peut arriver aussi
assez régulièrement, c'est la possibilité d'écrire directement l'auteur des propos avec une plume un peu acérée qui va faire en sorte que de lui-même, l'auteur des propos supprime ceci. C'est quelquefois d'ailleurs ce qui est préférable, puisque on a tendance à dire que la diffamation, c'est moins le cas pour un juge, mais la diffamation, dans un procès en diffamation, on fait le procès du diffamé avant de faire celui du diffamant. Ça signifie quoi? Ça signifie que la première chose que va se poser le juge quand il est saisi de ce type de questions-là, c'est de savoir si jamais les propos qui ont été tenus à l'encontre de telle ou telle personne sont réels ou pas. Donc, quand on dit d'un maire qu'il a favorisé son beau-frère, ça a beau être faux, il faut bien savoir, il faut bien que le maire ait en tête que si jamais on lance une plainte pénale, première chose qui va se passer, c'est qu'on va vérifier si oui ou non, à un moment donné, il a favorisé son beau-frère. Et là, ça peut être assez désagréable pour le maire en question, même s'il n'a rien à se reprocher, puisqu'en fait, on va creuser dans sa vie privée et il n'a pas forcément envie d'étaler des liens avec son beau-frère sur la place publique. Sachant que la plupart du temps, quand on est par exemple sur une page Facebook ou quelque chose comme ça, c'est des choses qui sont lues par peu de personnes. Donc, on a une page qui a été visitée par 350 personnes qui donnent lieu à des propos qui sont eux-mêmes caractérisés comme étant particulièrement diffamatoires. Mais doit-on, en termes d'opportunité, doit-on lancer une action en diffamation alors qu'on va se retrouver devant un tribunal correctionnel avec une personne qui elle-même est connue, un maire, un député, que sais-je encore, et donc on aura de la presse, et là on aura tous les organes locaux au minimum de presse qui seront présents, et c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui auront connaissance des propos et de la discussion qui aura lieu. Donc, on est par exemple dans l'hypothèse d'un maire qui a accepté la vente d'un terrain à une personne tierce, eh bien, il faut bien savoir que ça soit justifié ou pas justifié, tous ces faits vont être portés sur la place publique et au-delà des 350 personnes qui en avaient connaissance pour l'avoir vu, et encore peut-être que certaines s'étaient communiquées plusieurs fois aussi, on aura plusieurs dizaines de milliers de personnes qui entendront parler de ces faits-là. C'est certainement quelquefois des choses à éviter, donc on est là aussi pour vous accompagner sur ces questions d'opportunité des actions. On vous le met, et pas simplement pour vanter les qualités de notre cabinet, mais quand on est sur ce type de procédure-là, il est important de se faire accompagner. Donc, il y a des choses, et on était là pour en parler, des réflexes de base à acquérir dans la gestion de ce type de problématique. Mais au-delà de ces réflexes de base, il est important que vous fassiez appel à un professionnel qui a l'habitude de la matière. Tous les avocats et tous les pénalistes n'ont pas la compétence en matière de presse. C'est encore une fois quelque chose de très très particulier et il faut vraiment faire en sorte de saisir quelqu'un de compétent. Gardez à l'esprit évidemment que les délais sont extrêmement courts et puis tout de suite faire dresser un constat par un commissaire de justice, huissier, pour envisager par la suite une éventuelle action. Le mieux, si vous allez saisir un avocat, c'est avant d'avoir fait fixer ce constat pour qu'on ait une date certaine de point de départ du délai de prescription. Voilà les éléments principaux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non. Les éléments principaux qu'on souhaitait aborder au sujet de ces infractions de presse. On est à votre disposition pour les éventuelles questions que vous pourriez avoir. Je vous rappelle que vous avez le chat sur le côté de votre page pour pouvoir poser les questions qui vous viendraient à l'esprit sur ces questions de diffamation et d'injure. Le temps que les premières questions soient tapées, j'avais en tête un certain nombre de petits exemples sur la
caractérisation de diffamation injure, je pense qu'ils peuvent être assez parlants. Par exemple, un dessin obscène sur un mur dans la rue peut être considéré comme injurieux ou diffamatoire, selon les cas, à l'encontre d'une personne. Si on reprend les questions de publicité des propos, on se pose souvent la question de savoir quand le maire et son directeur de cabinet sont dans les locaux de la mairie et sont en train de parler en marchant dans un couloir et quelqu'un entend des propos qui ont été tenus, est-ce que ça constitue un caractère public, aux éventuels propos qui ont été donnés? A priori non, puisque dans ce cadre-là, le maire, tout comme le directeur de cabinet, n'avait pas l'intention de rendre public le propos. En revanche, et ça on comprend aisément, les propos tenus par un homme politique en aparté à un journaliste, on sait que comme il s'adresse à un journaliste, il y a toutes les chances que ces propos soient rapportés. Et donc, bien qu'ils aient été faits en aparté, le caractère public sera reproché, y compris à l'auteur de propos. Parce qu'on fait bien une distinction entre l'auteur du propos lui-même et celui qui donne le caractère public au propos, qui peuvent être deux personnes distinctes. En l'occurrence, là, ça peut être le journaliste qui apporte ce caractère public. Donc, on a des questions. Écoutez, si on n'a pas de questions, ça veut dire que tout est clair pour vous. Donc, c'est une très bonne chose. On est content d'avoir pu vous apporter cet éclairage sur cette infraction de presse. Et on se tient à votre disposition si jamais vous le souhaitez pour évoquer plus avant différents cas concrets. C'est bon, ouais. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.